Salut à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end ensoleillé. Merci d'être au rendez-vous de ce Jeu C'était Podcast quotidien spécial US Open, un US Open renversant où la moitié du top 10 chez les hommes comme chez les femmes manquera à l'appel des quarts de finale. Dans le tableau féminin, le tournoi a perdu cette nuit sa tenante du titre et l'une des favorites, Coco Gauff. Qui a pu la renverser? On vous en parle évidemment dans ce tour d'horizon de la sixième et septième journée de l'US Open. Merci beaucoup David de Sourou d'être toujours là, fidèle au poste. Merci à toi, Christelle, de me permettre de partager ma passion à tes côtés. C'est toujours un plaisir. Alors avant d'évoquer les faits de la soirée, on va évidemment revenir sur l'élimination de David Goffin samedi soir. Il a été balayé, on peut le dire comme ça, hein, par un Thomas Matchak survolté, impitoyable, qui a joué un tennis irréprochable, démonstration de maîtrise et de contrôle pendant 3 sets. Le score est sévère, 6-3, 6-1, 6-2 en à peine 1h37. On aurait tellement espéré une plus grande bataille, mais face à ce Matchak-là, il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire. Non, c'est clair, David, comment dire le contraire, a vraiment été dominé de la tête et des épaules, hein, dans tous les compartiments du jeu. Il suffit de regarder les statistiques du Tchèque pour s'en rendre compte, hein, 32 coups gagnants. David, lui, n'en a réalisé que 16, soit la moitié. Le Tchèque a aussi été impérial au service puisqu'il a remporté 87% de ses premières balles. Il a claqué 11 aces, donc pas vraiment d'aspect négatif dans son jeu. Au niveau de ses services, il n'était pas spécialement puissant, mais vraiment, ils étaient chaque fois d'une précision chirurgicale. Il a notamment aussi enchaîné des doubles fautes à 2-2 dans le premier set ou à 5-3 encore toujours dans ce premier set pour offrir la première manche à Machak. Ouais, et pourtant, Dieu sait à quel point David est le roi du retour de service, hein. Il comptait 80 de retour dans le terrain lors de son match contre Adrian Manarino. Mais là, les services tchèques étaient hors de portée. Il a enregistré 28 de retour dans le terrain quand son adversaire servait dans le court. Ça en dit long sur la domination au service, du Tchèque et puis, Matchak changeait souvent les directions. Il prenait la balle très tôt. Son plan tactique était très clair, aussi sur les jeux de service de David. Il se tenait en fait très loin, du fond, très loin de sa ligne de fond sur les deuxièmes balles de David et il envoyait des retours très longs pour pouvoir ensuite, asphyxier David Goffin dès la deuxième frappe de balle. C'était chaque fois le même schéma. Maciek s'est rapidement envolé dans la deuxième manche 3-0 et puis on connaît la suite. Vraiment pas grand chose à dire sur, sa performance. Non, pas grand-chose à dire. Et à l'issue de cette défaite, David était lui-même très lucide, hein, par rapport à la domination de son adversaire. Voilà ce qu'il a déclaré. Il a joué vite et bien. Je ne me suis jamais senti à l'aise dans les rallyes. Il a également servi fort. Il m'a mis une pression constante, donc je n'étais jamais à l'aise sur mes frappes. Cela m'a rendu un peu plus vulnérable. J'ai fait quelques erreurs alors qu'il n'a rien laissé derrière lui. Du début à la fin, il n'a jamais craqué. Il a toujours gardé un niveau élevé. Il a tout très bien fait, je dois l'admettre. Il n'était clairement pas au niveau de ce qu'il avait montré ces 3 dernières rencontres, David Goffin. Maintenant, vu la tournée américaine, qu'il a effectuée, 12 matchs en 20 jours, 9 victoires et 3 défaites, la fatigue était clairement, là, au rendez-vous. C'est ce qu'il a d'ailleurs, aussi dit à l'issue du match, toujours à la Fédération belge de tennis. Après des semaines comme celle que je viens de vivre, il est normal que le réservoir soit un peu plus vide mentalement et physiquement. Oui, puis il est bon de rappeler aussi, Christelle, que David, depuis le début de l'année, compte 64 matchs disputés avec un ratio de victoire qui Ah, est il a beaucoup joué. plus que positif, vu qu'il compte 40 victoires pour 24 défaites. Ici, le bilan de cette US Open est aussi clairement positif dans la mesure où David Goffin, l'année passée, c'était une défaite dès le premier tour des qualifications, hein. Donc, non seulement ici, il est rentré directement dans le tableau final suite à son retour dans le top 100, et puis voilà, rejoindre un troisième tour. Il y a vraiment de quoi se réjouir de cette belle éclaircie, ouais. Et il faut aussi le rappeler parce que c'est assez exceptionnel, il a déjà disputé 13 deuxièmes semaines dans un tournoi du Grand Chelem. Donc il a une régularité, David, au niveau de ses stats en Grand Chelem, 4 fois huitième de finale de suite,
à l'US Open de 2017 à 2020, 2 huitièmes et un quart à Roland-Garros, un huitième et un quart à l'Open d'Australie et 2 huitièmes et 2 quarts à Wimbledon. Et on lui souhaite d'en connaître d'autres à David des deuxièmes semaines en Grand Chelem. Il l'a annoncé hein, sur ses réseaux sociaux. Le voilà de retour en Belgique pour pouvoir recharger les batteries et surtout retrouver sa femme Stéphanie, qui est sur le point d'accoucher. David Goffin sera absent de l'équipe de Coupe Davis belge pour une bonne raison, vu que Stéphanie va mettre au monde une petite fille et le papa qui va devenir pourra dire à son enfant qu'au prochain classement ATP, il est 63e mondial. Donc, Voilà, 63e mondial. Et Thomas Maček, lui, il reste à New York. Il jouera son huitième de finale ce lundi soir face à Jack Draper, dont on parlera un petit peu plus tard. Pour l'instant, le Tchèque n'a pas perdu un seul set pour arriver en deuxième semaine, même pas un tie-break, hein, alors que ce n'est que la première fois qu'il parvient en deuxième semaine d'un Grand Chelem dans sa carrière. Et c'est vrai que quand il a gagné contre David, pas beaucoup d'émotions, hein. Hop, emballé, pesé, il est allé au filet, merci, au revoir. Voilà, on n'avait pas d'explosion de joie comme on aurait pu l'imaginer. Alors, comme David Goffin la veille, le parcours d'Elise Mertens s'est aussi achevé à New York cette nuit. La Belge, malgré 8 balles de break qu'elle n'est pas parvenue à convertir, s'est inclinée sur le score de 6-2, 6-4 contre la numéro 2 mondiale et finaliste de la dernière édition, la Bélarusse Aryna Sabalenka. Alors elle s'est exprimée auprès, de Tennis Belgium. Elle a déclaré: «En fait, j'ai joué un bon match. Je n'ai pas su faire grand-chose sur mes balles de break parce que Sabalenka a servi de façon incroyable pour les sauver, même sur deuxième balle. Elle a pris un risque à chaque fois et ça a payé». oui, on peut dire que la montagne Sabalenka était tout simplement trop haute. Hein. Elle a réalisé 41 coups gagnants, rends-toi compte, Christelle, pour 13 du côté d'Elise. La lauréate de l'Open d'Australie 2024, a toujours été au minimum en quart de finale. Tu te rends compte, lors de ces 7 derniers tournois du Grand Chelem qu'elle a disputés. Hormis, je ne compte pas Wimbledon, vu qu'elle était absente à Wimbledon pour cause d'une blessure à l'épaule. Je l'avais, je le répète, pointée comme grande favorite. Ben ça va, je suis toujours dans mes standards et bon pour mon pari. C'est vrai qu'à mon avis, elle a l'air vraiment en bonne posture et en grande forme pour aller chercher ce titre. Ouais, signalons aussi, Christelle, qu'en double, notre paire composée de Sander Gillet et Joran Vliegen a malheureusement été sorti au deuxième tour par Mate Pavic et Marcelo Arevalo, hein, qui sont tête de série numéro 4 du tournoi. Sander et Joran ont vraiment joué un bon match. J'ai eu l'occasion de le regarder en partie. Ils ont finalement été battus en 3-7 très serrés, hein, vu qu'ils perdent le premier au tie-break, puis ils remportent le deuxième également sur un tie-break avant de s'incliner malheureusement 6-4 dans la manche décisive. Sander voulait retirer du positif malgré tout de cette élimination. Il a notamment déclaré après match notre niveau est bien meilleur que les semaines précédentes sur dur. Cela donne du courage pour la suite de la saison. Oui, et moi j'ai vu aussi une partie du match, c'était une redoutable paire de doubles, même si je pensais vraiment qu'ils allaient, parvenir à renverser, la tendance, Sander et Joran, mais ça s'est joué sur des détails comme, ce break, hein, concédé sur le premier jeu du troisième set qui leur a finalement été fatal. Il ne faut pas oublier que nous avons joué face à une très bonne équipe qui a remporté un titre du Grand Chelem à Roland-Garros et qui vient de s'imposer à Cincinnati. C'est pourquoi je suis très content de notre niveau. Voilà, comment philosophait Joran Vliegen et Sander et Joran sont actuellement toujours, en course pour les Masters de fin d'année puisqu'ils sont 12e. Donc il faudrait qu'ils continuent comme ça et qu'ils puissent essayer, hein, de, s'imposer parmi les 8 meilleures paires de la planète pour participer à ces fameux Masters à Turin. Un autre Belge rentrait en course, mais cette fois pas à New York, mais bien à Paris, puisque on va parler des Jeux paralympiques, où le dernier invité de ton podcast, hein, qui a été diffusé dimanche, Joachim Gérard, lui s'est malheureusement incliné au premier tour de ces Jeux paralympiques. Il a perdu en 3-7 contre un Français nommé Gaëtan Mengi, hein, 3-6, 6-3, 6-7. C'est dommage. Oui, parce qu'il avait en plus remporté ses 2 premiers affrontements contre, ce Français Mengi, mais dimanche, tout ne s'est vraiment pas bien passé pour Joachim. Il était,
terrassé par, est-ce que c'était le stress? Est-ce que c'était la pression? Il a expliqué, hein, qu'il était arrivé un peu, court, sur, le terrain, qu'il était un peu nerveux. Il avait essayé de se calmer, mais qu'il avait eu du mal à gérer ses émotions. Je n'ai pas pu utiliser les outils fournis par mon coach mental. Je ne suis donc, vraiment pas, rentrée dans mon match. C'est vrai qu'il a, expliqué aussi dans mon podcast que son mental lui avait fait souvent défaut et là, en l'occurrence, il n'a pas réussi à gérer et puis il est extrêmement déçu parce que je peux vous dire, je l'ai croisé la semaine dernière à l'entraînement et ses derniers Jeux paralympiques, c'était vraiment un objectif, il voulait ramener une médaille, il voulait ramener la médaille d'or, évidemment, comme tout athlète, mais il avait une belle ambition de médaille et ça doit être une immense déception pour lui. Il a d'ailleurs dit, hein, au micro de la RTB: «C'est quelque chose d'horrible dans ma carrière de perdre comme ça». Donc voilà, Joachim, qui va aussi devenir bientôt papa, devra se remettre de cet échec aux JO de Paris. Ça doit être une grosse déception, hein, forcément pour lui, surtout que beaucoup de supporters français, mais aussi belges, hein, étaient présents sur ce cours numéro 14. Les proches de Joachim étaient là, ses amis également, et il y avait une ambiance de feu autour de ce match. Donc c'est une défaite amère donc pour Joe. Il faut le rappeler, un médaillé de bronze au JO 2016 qui se tenait à Rio de Janeiro, au Brésil. Donc voilà, d'autant plus qu'il s'agissait de ses derniers Jeux olympiques. Donc lui qui aura pris part au total quand même, c'est aussi à souligner, à 5 éditions entre 2008 et ici 2024. Alors on va revenir, David, sur, l'US Open, hein, parce qu'il s'en passe plein de belles choses dans les tableaux masculins et féminins. On va commencer par les filles. La grosse surprise de la nuit, c'est l'élimination de Coco Gauff, hein, tenante du titre. Elle a été sortie en huitième de finale par sa compatriote Emma Navarro. Défaite en 3-7, 6-3, 4-6, 6-3. Lors de sa conférence de presse, Coco Gauff n'a pas voulu mettre cette défaite sur le coup d'une trop grande fatigue mentale et physique. Mais pourtant, comme pour Alcaraz et Novak Djokovic, elle aussi a pris part aux Jeux olympiques. Elle a eu donc moins de temps pour se préparer sur surface dure et ça laisse des traces. On se souvient comment elle avait craqué émotionnellement lorsqu'elle a été éliminée de ces Jeux olympiques à Paris en huitième de finale. Là, voilà, elle prend la porte. Et que dire du nombre de fautes directes qu'elle a commises, hein, puisque 60 fautes directes, je voyais ces stats à l'issue du match, au service également, hein, le bas a blessé 19 doubles fautes. 19 doubles fautes, oui, si je calcule bien, c'est l'équivalent de 5 jeux. Je comprends, tout à fait parce que je suis à cette moyenne-là, depuis 10 ans donc Ah bah écoute, on est deux parce que moi aussi c'est pareil, les doubles fautes fusent chez moi, donc on a un réel problème aussi tous les deux à ce niveau-là. Il va falloir qu'on et fasse et appel à un coach mental. et c'est typiquement mental, oui, c'est ça qui montre que Coco Gauff n'était pas au top dans cette rencontre. Non, elle était pas au top mentalement. Son troisième set aussi a été catastrophique, alors qu'elle avait bon voilà, même si son niveau de jeu n'était pas optimal, elle a réussi à tenir le coup. D'ailleurs, après match, elle a déclaré l'américaine en conférence de presse. Évidemment, il y a des choses que j'aurais aimé mieux faire, par exemple mieux servir. Si j'en avais été capable, le match aurait été une autre histoire. Oui et éliminée, au troisième tour déjà au Canada, à Toronto et au deuxième tour à Cincinnati, Coco Gauff tire, forcément un bilan mitigé de son été puisqu'elle va sortir du top 3 mondial. C'est clairement la régularité, la constance qui lui manque. On voit qu'elle n'a pas encore, trouvé, son rythme de croisière et surtout, elle n'a pas encore, trouvé comment passer au-dessus de ses rivales Swiatek et Sabalenka. Elle avait pourtant, très bien débuté la saison avec 2 demi-finales à Melbourne et à Roland-Garros. Mais finalement, quand tu regardes sa feuille de route, l'américaine, en 2024, n'a gagné pour l'instant qu'un seul titre, WTA 250, c'était à Auckland au mois de janvier. Alors que du côté de son adversaire, hein, Emma Navarro, qui était 12e avant ce US Open, ben, elle va faire son entrée virtuelle dans le top 10 grâce à cette victoire. Emma Navarro, c'est vraiment l'une des révélations de l'année sur le circuit féminin. Elle n'est là que depuis 2 ans, je pense. Elle a un peu la même trajectoire que Ben Shelton, hein, vu qu'elle a privilégié les études. Donc, elle vient du circuit universitaire américain. Navarro, elle avait déjà éliminé en fait Coco Gauff en huitième de finale, c'était à Wimbledon.
Elle va donc rejouer en quart de finale en Grand Chelem. Cette fois, ce sera contre l'Espagnol Badoza. Ah, Paola Badoza. Ça, c'est aussi, hein, l'autre tube de l'été, de retour après une blessure chronique au dos, qui a bien failli la forcer à mettre un terme à sa carrière. Badoza avait décroché, un titre à Washington et joué une demi-finale à Cincinnati avant d'arriver à New York, donc elle était vraiment en pleine confiance et la voilà à nouveau en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem pour la deuxième fois de sa carrière. La dernière fois, ça remonte un peu, c'était il y a plus de 3 ans à Roland-Garros en 2021. Mais en huitième de finale, Paola Badoza a facilement dominé la Chinoise Yafan Wang 6-1, 6-2 en 1 h 22 minutes. Ouais, même si le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match, hein, parce qu'il y a quand même eu combat dans le deuxième set. Mais voilà, la compagne de Stefanos Tsitsipas est vraiment parvenue à serrer le jeu en fait dans les moments importants. Et c'est là que s'est fait la différence. Elle a notamment sauvé 8 balles de break contre elle. Donc c'est clairement une victoire rassurante. Alors qu'on en avait parlé dans un précédent podcast, elle était vraiment passée par le chat de l'aiguille hein, contre cette qualifiée Elena Gabriela russe, contre qui elle avait dû vraiment sauver une balle de match. Bon, ici, le score en atteste, elle s'est fait moins peur. Elle est en pleine confiance, hein, Paola Badoza, pour aborder ce quart de finale, puisqu'elle a remporté maintenant 14 de ses 16 derniers matchs. À noter encore qu'elle est la quatrième espagnole à rallier les quarts de finale à New York, après donc Aranza Sanchez Vicario, Conchita Martinez et Carla Suarez Navarro. Ouais, l'Espagne au rendez-vous malgré, la défaite de Carlos Alcaraz. Ils peuvent se consoler avec, Paola Badoza. Alors le deuxième quart de finale de ce bas de tableau, verra Aryna Sabalenka, la tombeuse d'Elise Mertens, affronter la Chinoise Qin Wenzheng. Attention, cogneuse. Qin Wenzheng, elle a dû batailler 3 sets pour arriver à ce stade de la compétition. 3-7, ça avait déjà été le cas contre l'Américaine Anisimova au premier tour et contre la Russe Erika Andreeva, la sœur de Mira, hein, et ça, c'était au deuxième tour. Donc au total, la Chinoise Qin Wenzheng a déjà passé 9 heures sur les cours de Flushing Meadows. Pour Sabalenka, c'est beaucoup moins, puisque la Bélarusse n'est restée que 5 h 37 jusqu'à présent sur le terrain. La fraîcheur sera donc du côté de Sabalenka, qui mène en plus 2-0 dans leur confrontation directe, dont cette victoire hein, en début d'année en finale de l'Open d'Australie. Pour Sabalenka, c'est aussi un quatrième quart de finale consécutif à l'US Open. Seule Serena Williams a fait mieux avec 6 quarts de finale consécutifs entre 2011 et 2016. Puis on va revenir sur le haut de tableau, hein, vu qu'il y aura des huitièmes de finale qui vont se jouer aujourd'hui. À commencer par la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, qui affrontera la Russe Ludmila Samsonova. La Polonaise est toujours en course pour remporter son deuxième US Open après celui de 2022. Et au niveau des confrontations directes, Swiatek mène 3-0 contre Samsonova, 16e mondiale. Difficile de ne pas dire qu'elle partira favorite, hein, la chère Iga. Un autre huitième de finale opposera l'américaine Jessica Pegula, hein, qui court toujours après une demi-finale en Grand Chelem, à la jeune russe Diana Schneider, pour qui c'est une première dans sa carrière de rejoindre un huitième de finale en Grand Chelem. Les deux joueuses se sont encore jamais affrontées en carrière, hein, je pense, Christelle. Mais Diana Schneider, c'est vraiment la belle révélation aussi de cette saison, puisqu'elle était encore 84e mondiale l'an dernier à la même époque, mais elle est parvenue vraiment à grimper en flèche et a fait récemment son entrée dans le top 20 mondial. Et à souligner, elle est actuellement la plus jeune joueuse encore en lice dans l'un des tableaux de simple de cette US Open. Donc elle a réussi à montrer sa polyvalence en devenant la seule joueuse du circuit WTA à avoir remporté des titres sur 3 surfaces différentes. C'est vraiment pas mal. Donc Pegula est prévenue. Et l'autre huitième de finale qu'il faudra suivre, c'est celui entre Caroline Wozniacki et Béatrice Haddad-Maia. On se réjouit hein, de voir revenir à son meilleur niveau la Danoise, qui a posté d'ailleurs une petite vidéo amusante sur les réseaux sociaux. Je l'ai mis en story, vous le verrez peut-être sur mon compte de Je sais tes podcasts, mais elle a, durant son jour off à New York, elle a un petit peu joué avec sa fille dans l'appartement où elle loge.
et elle a déjà un bon petit coup droit. Je sais pas si tu as vu les images, mais Ouais, j'ai eu l'occasion de voir la c'est, vidéo, elle m'a bien fait rire, ouais. ouais, c'est excellent. Mais bon, elle était, finaliste de cette US Open, hein, en 2009, la Danoise Caroline Wozniacki. Elle avait d'ailleurs perdu contre Kim Clijsters et aussi en 2014 où elle avait été battue par Serena Williams. Donc, elle connaît les lieux, elle sait, comment jouer une finale. Aujourd'hui, elle est classée 71e mondiale. Jusqu'à présent, elle n'a laissé que des miettes à ses adversaires, Ibino, Zarrazoua et Ponchlet. On va dire qu'elle a eu un bon tableau jusqu'à présent pour arriver, à ce stade. Haddad Maia, elle est 21e mondiale. Elle a eu plus de mal, hein, au premier tour, victoire en 3-7 contre Avanesyan, avant de dérouler contre Sorribes Tormo et Kalinskaya. C'est la première fois aussi que Wozniacki et Haddad Maia vont se rencontrer. Puis le dernier ticket pour ces quarts de finale se disputera entre Karolina Muchova et Jasmine Paolini. Je m'en réjouis, je vais le suivre Ah, ce match, hein. Toi aussi, je suppose. Mais ça ça va être fabuleux, je pense. Enfin, du moins, on l'espère vraiment, parce que c'est deux joueuses en forme. Muchova avec son jeu service volé, c'est un pur régal. Donc, match à suivre. On va passer au tableau masculin, David, si tu veux bien. La semaine s'est terminée par les 4 premiers huitièmes de finale du tableau, à commencer par cette toute première confrontation entre 2 joueurs du top 10 dans cette US Open, Andrei Roublev et Grigor Dimitrov. Et une fois de plus, Andrei Roublev ne verra toujours pas le dernier carré d'un grand chelem. On pensait que le Russe, avait fait le plus dur en remontant un retard de 2-7-0 face à Grigor Dimitrov. Mais dans la manche décisive, Roublev, qui fêtait à New York sa 200e semaine consécutive dans la peau d'un top 10, mais il s'est montré tout simplement trop friable. Il a même, loupé, 2 balles de débreak importantissimes. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là, mais, il s'est de nouveau mutilé, la main. Il a dû se faire soigner sur, le court et finalement, défaite du 6e joueur mondial, donc Andrei Roublev, 3-6, 6-7, 6-1, 6-3, 3-6 et le meilleur résultat du Russe en Grand Chelem cette saison reste donc un quart de finale à l'Australian Open, perdu contre Yannick Sinner. Et en parlant de Sinner, j'ai vu son match, moi, c'était samedi. Et on peut dire qu'il a fait honneur à son statut de numéro 1 mondial, hein. Christelle, il a déroulé contre l'Australien O'Connell, 87e joueur mondial. Il y a une certaine Serena Williams qui a également assisté à la victoire de Dimitrov, qui était présente. Et devant elle, Sinner n'a concédé aucune balle de break à son adversaire. Il a aussi remporté 82% des points sur sa première balle. Donc, pour finalement s'imposer en moins de 2 heures, 1h53, je pense, 6-1, 6-4, 6-2. Après la rencontre, l'Italien a déclaré « Je savais que je devais être solide et je l'ai été. Je prends les choses jour après jour en essayant de rester dans un coin de ma tête. Tout peut arriver ici. » Toujours très serein, calme, Yannick. Et aujourd'hui, le Transalpin retrouvera en night session sur le Arthur Ashe, l'Américain Tommy Paul, 14e mondial, et qui, lui, s'est imposé en 4-7 contre le Canadien Gabriel Diallo, qui était sorti des qualifications. Gabriel Diallo, la belle surprise. Alors tout le monde rêve évidemment d'un quart de finale entre Sinner et Medvedev, vainqueur de l'édition 2021, mais pour cela, Sinner devra battre Tommy Paul, tandis que le Russe, lui, devra se débarrasser du surprenant Nuno Borges, qui a éliminé Jakub Mensik au terme d'un long match en 4 heures. Espérons que le Portugais soit remis pour affronter Daniil Medvedev. Et cette rencontre sera un remake du dernier Open d'Australie, puisque Medvedev avait battu Nuno Borges en huitième de finale. Oui, alors que de son côté, dans le bas de tableau, lui, Dimitrov, il essayera d'égaler l'édition 2019, où il avait atteint la demi-finale. Déjà quart de finaliste à Roland-Garros cette année. Le Bulgare aura fort à faire, hein, face à Frances Tiafoe, qui a battu lui en 4-7 le tombeur de Novak Djokovic au tour précédent, Alexei Popyrin, donc cet Australien qui est entraîné par Xavier Malisse. Et stat très intéressante, grâce à cette victoire, Tiafoe, il devient le premier Américain à atteindre les quarts de finale lors de 3 éditions consécutives. Le dernier à l'avoir fait, c'était Andy Roddick, hein, qui avait réalisé cette performance, lui, en 2006, 2007 et 2008. Oui, Tiafoe, toujours bien au rendez-vous et survolté
par le public, new-yorkais. Alors l'autre quart de finale dans ce bas de tableau mettra aux prises, Taylor Fritz et Alexander Zverev. Malgré la perte du premier set contre Casper Ruud, qui devra encore attendre un peu avant de remporter un grand chelem. Taylor Fritz s'est bien repris pour s'imposer 3-6, 6-4, 6-3, 6-2. Lui aussi égale Andy Roddick en le rejoignant au rang des Américains à atteindre 3 quarts de finale de grand chelem sur une même saison, puisque Taylor Fritz était déjà au rendez-vous des quarts de finale à l'Open d'Australie, à Wimbledon et maintenant dans cette US Open. Comme Fritz, Zverev a perdu la première manche contre la belle surprise Brandon Nakashima. Mais l'Allemand, qui a réalisé 51 coups gagnants et 14 aces, a déroulé vraiment dans les 3 manches suivantes, qu'il a remporté 6-1, 6-2, 6-2. Pour parler de l'affrontement entre Zverev et Fritz, les deux joueurs se sont déjà affrontés à 9 reprises. L'Allemand mène 5-4, mais l'Américain rentrera sur le court en se disant que c'est lui qui a remporté leur dernier affrontement, vu que au mois de juillet, Wimbledon, Taylor Fritz était apposé en huitième de finale contre Zverev. Et les deux autres huitièmes de finale se joueront aujourd'hui. Dans le haut de tableau, le tombeur de David Goffin, ce diable de Thomas Matchak, tentera de rejoindre les quarts de finale d'un grand chelem pour la première fois de sa carrière, lui qui n'avait jamais dépassé le deuxième tour avant d'arriver à New York. En face de lui, il y aura Jack Draper. Jack Draper, qui est devenu le 3e Britannique seulement à rejoindre 2 fois d'affilée les huitièmes de finale d'un US Open. Avant lui, il y avait eu John Lloyd et Sir Andy Murray. Donc Jack Draper, lui, il a battu en 3-7 le tombeur au tour précédent de Carlos Alcaraz, le Néerlandais Botic van de Zandschulp. Tu le dis bien, Andy. Jamais facile à prononcer, mais je trouve aussi que je le tiens pas mal, le Van de Zandschulp. Même l'arbitre, lors de son match contre Carlos Alcaraz, était incapable de prononcer son nom. Je pense qu'il ne s'était pas attendu à devoir, arbitrer, Botticelli de Zandschulp, mais c'était magnifique. Alors l'autre huitième de finale, qui se jouera aujourd'hui opposera 2 Australiens, Alex de Minaur et Jordan Thompson. De Minaur, 11e mondial, il a mis fin au beau parcours du Britannique Dan Evans et tentera de rejoindre les quarts de finale à New York, comme il l'avait fait en 2020. Comme il l'avait fait en 2020, mais en face de lui, Thompson, qui est aujourd'hui 32e mondial, n'aura rien à perdre, puisque c'est déjà un exploit pour lui de rejoindre une deuxième semaine d'un tournoi du Grand Chelem. À ce jour, ça lui est arrivé une fois, c'était en 2023 à Wimbledon. Donc, quoi qu'il arrive, que du bonus pour Thompson, et pourquoi pas aller au tour suivant, même si face à De Minaur, je mets quand même une pièce sur lui, sur De Minaur. Oui, oui, très solide tout au long de la saison, de Minaur, pour moi, ça fait pas l'ombre d'un doute. Mais il revient de blessure, donc voilà. Mais les Australiens, ils auront vécu un très bel US Open, parce qu'ils ont été, étonnants dans ce tournoi. Et mais écoute, c'est ici que se termine ce round-up, journée 6 et journée 7, puisque je vous rappelle qu'hier, malheureusement, on n'a pas su faire une quotidienne, parce que j'étais, en interclub moi-même, donc j'espère que vous nous le pardonnerez. Mais je voulais quand même vous donner, cette statistique étonnante, sachez qu'aucun tenant du titre n'est parvenu à conserver sa couronne depuis maintenant plus de 15 ans à l'US Open. La dernière en date, ça c'est chez les hommes, bien sûr, le dernier en date, c'était Roger Federer en 2008 quand, le Suisse avait, bouclé son formidable quintuplé, mais depuis plus rien. Donc c'était une statistique que j'avais épinglée, que je trouvais assez étonnante. Merci David d'avoir, été au rendez-vous. De beaux matchs nous attendent encore, pour, cette deuxième semaine et on se fera un plaisir de tous les suivre pour pouvoir vous en parler chaque matin. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait en demi-finale hier en Interclub? Bah, écoute, n'a pas réussi malheureusement à se qualifier pour la grande finale, donc on a perdu. On s'est fait bien avoir 5-1, contre, le TC Kessel-Lo, du côté du Limbourg. Vraiment une super équipe, d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Justine, la capitaine, qui a dit qu'elle s'abonnerait à notre podcast avec toutes ses copines et voilà, moi j'ai gagné mon simple, donc j'étais très heureuse. Je suis restée 3 heures sur le court et j'ai fait un super match. Mais malheureusement, mes copines ont perdu et en double, on a perdu, donc ce sera pour l'année prochaine, on ne sera pas encore championne de Belgique, cette année.
Merci David, encore une fois, d'avoir été au rendez-vous. On se réjouit, hein, de tous les beaux matchs qui nous attendent en deuxième semaine. Il va y avoir, beaucoup de chouettes choses à suivre et on vous donne évidemment rendez-vous pour la quotidienne de ce mardi matin. Ciao. Merci Christelle, à bientôt tout le monde.